Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Votre transformation 4.0, quelques étapes clés, organisé par Technique de l'ingénieur en partenariat avec le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Il est animé aujourd'hui par Thierry Gautreau, architecte de la transformation 4.0 des entreprises. Le webinaire va durer 1h30, il y aura 1 heure de présentation, suivie de 30 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant l'intervention. C'est à vous. D'accord. Merci pour l'introduction. Bonjour, donc je suis Thierry Gautreau du CETIM. Et l'intervention qui m'a été demandée est un petit peu un retour d'expérience sur l'accompagnement des entreprises dans leur transformation vers l'industrie du futur. Et tout l'objet, ma présentation va être faite en sorte de vous donner des points de repère et de vous aider à réaliser vous-même votre feuille de route et puis monter votre projet. Et vous verrez donc une grande partie de ma présentation sera basée sur l'expérience d'une entreprise particulièrement intéressante qui a opéré une mutation ces dernières années et qui est vraiment très inspirante. Voilà. Donc juste, je ne vais pas parler du CETIM, mais vous connaissez peut-être le CETIM pour ses activités techniques. Nous sommes aussi quelques acteurs de la transformation. Nous avons accompagné un certain nombre d'entreprises ces dernières années et fort de cette expérience aujourd'hui, je pense que nous avons une particularité d'être capables d'assister les industriels à introduire des technologies qu'ils ne connaissent pas, hein, et moi j'en ai fait ma spécialité. Donc je vais juste revenir sur ma présentation, faire en sorte qu'on me voit pas. Le problème est que je vois ma tête et je ne vois pas ma présentation. Je ne sais pas comment faire ça. Voilà. Donc, vous devez voir mon écran. Donc, juste, oui, comme le disait, il était dit en introduction, vous pouvez à tout moment poser des questions dans le chat et puis nous y répondrons plutôt dans une deuxième partie. Et là, je vais directement me lancer dans la présentation de l'entreprise Sori et de leur parcours ces dernières années. Alors juste, Sori, c'est une entreprise de l'Isère, hein, qui est localisée dans une région qui s'appelle les Terres Froides. Hein, donc c'est une région qui est très rurale, même si elle est très proche de Grenoble, on reste dans une région rurale. C'est aujourd'hui une société qui a fait à peu près 43-45 personnes et qui, dans un marché extrêmement concurrentiel, a réussi une transformation significative et continue à moderniser ses équipements, vous voyez, à robotiser ses équipements, puisqu'on en découvre déjà un petit peu sur la photo avec leur dirigeant Hervé Vallier, et qui a bien, malgré tout, continué à embaucher. Bon, cette entreprise, alors pour vous raconter un peu plus son histoire, c'était dans les années 70 une société de mécanique comme d'autres, hein, qui réalisait de l'outillage, qui faisait de la mécanique générale et qui était au contact, on va dire, des fabricants d'outillage dans la région comme Merlin-Gérin et d'autres, qui est progressivement a développé des produits pour aussi emballer, packager les outils. Ils ont commencé à fabriquer des boîtes, donc ils ont évolué progressivement de la mécanique générale vers les solutions de rangement, les solutions de boîtes à outils. Et dans les années 85, hein, bon, ils ont eu une première crise, hein, c'était une époque un petit peu difficile pour eux. À cette époque arrivait le fils du fondateur, M. Hervé Vallier, que vous avez ici en photo. Et il est arrivé avec son diplôme de microélectronique et puis ce côté numérique dans l'esprit. Et il a commencé progressivement on va dire, introduire les premiers PC, les premiers systèmes automatisés. Et c'est une époque où eh bien, ils ont fait un virage commercial. Ils sont passés de sous-traitants à fabricants de produits propres. Donc aujourd'hui, ils proposent au marché à peu près 300 produits en référence en standard, qui sont des outils, des caisses à outils, des servantes d'atelier, mais aussi toute une
une possibilité d'aménagement de véhicules sur mesure. Donc aujourd'hui, leur créneau, c'est tout ce qui est conçu chez eux et fabriqué chez eux, conçu chez Souris et fabriqué chez Souris. Et donc, comme vous le voyez un petit peu sur le schéma, ces dernières années, ils ont réussi à faire monter leur chiffre d'affaires de 50%. Et le fait tout à fait remarquable, hein, c'est qu'ils arrivent à vendre moins cher en 2018-2021 qu'ils vendaient en 2012, tout en faisant progresser leur marge opérationnelle. Concrètement, une servante, c'était à peu près 2235 €. Aujourd'hui, ils arrivent à la vendre autour de 110-115 €. Donc, c'est vous pouvez imaginer que dans une région où les coûts, les matières augmentent, c'est relativement spectaculaire. Et à ce jour, mais hélas, il disait même s'il y avait une trentaine de concurrents dans les années 80 en France et beaucoup plus en Europe, ils sont les derniers quasiment. Et dans un milieu que vous pouvez imaginer très compétitif sur l'offensive de tous les concurrents asiatiques, ils ont réussi quelque chose de spectaculaire. Donc, je vais essayer de vous raconter un peu leur histoire, comment ils en sont arrivés là. Donc, je reviens un tout petit peu en arrière. Comment était l'entreprise dans les années 2010, ce qui n'est pas si vieux? Eh bien, à cette époque, avec la concurrence des pays dits low cost, la tendance du marché était toujours la même. Obtenir, enfin, de la part des acheteurs qui sont chez eux, des grandes centrales d'achat, et aussi des distributeurs de quincaillerie et autres, la démarche commerciale des acheteurs était toujours d'obtenir des prix. Donc, dans l'organisation de l'époque, pour essayer de faire du prix, on essayait de faire des lots relativement plus importants pour tirer les temps de fabrication, les lots de matière. Mais avec cette, on va dire, avec cette démarche, on était exactement en phase avec, ou on était complètement en front avec les producteurs qui sont très très loin, qui peuvent aussi, eux, faire des conteneurs complets de produits. Et donc, la compétition, de toute façon, était, on va pas dire perdue d'avance, mais allait dans le mauvais sens. Ce type aussi de production volume est plutôt contradictoire avec la capacité de faire des produits ou d'une gamme de produits très large, puisque quand vous achetez longtemps à l'avance des produits, c'est compliqué de choisir toute une gamme de couleurs, une gamme de configurations. Au niveau, alors, les difficultés que pouvait rencontrer à cette époque l'entreprise, comme vous voyez sur les images, on était sur un procédé donc de pliage, soudage, finition, peinture, donc que des opérations manuelles, plutôt relativement difficiles pour les opérateurs. La configuration de l'usine n'était pas très attrayante dans cette région, donc c'était vraiment pas l'endroit où aller. L'organisation aussi était plutôt faite de services comme on peut trouver à beaucoup d'endroits, hein. C'est-à-dire que les nouvelles demandes clients arrivaient du commercial vers les études optimisaient les choses pour les passer ensuite en production, mais cet ensemble faisait qu'il était relativement compliqué d'innover et il était relativement compliqué de prendre de nouveaux produits. D'un point de vue commercial, les relations étaient avec les centrales d'achat plutôt des relations clients-acheteurs de mauvaise, on va dire, de mauvaise qualité. Il faut savoir que c'est un marché qui est piloté par un effet saisonnier. En général, les commandes sont faites pour qu'il y ait un maximum de produits en étalage sur la fin d'année. Il y a en effet un petit peu fin d'année autour de Noël. Donc, les centrales d'achat font en général des appels d'offres autour du mois de mars, qui met en concurrence tous les fabricants. Quand ils passent des commandes en Asie, comme c'est le cas généralement, eh bien, les productions sont réalisées pendant l'été, expédiées sur septembre pour être dans les étalages fin octobre, fin d'année. La grande limitation de tout ça, c'est que ça veut dire que dès le mois de mars, 6 mois avant de mettre en vente vos produits, vous êtes obligé de figer les coloris, le nombre
de tiroirs, par exemple, et je pense que dans les éléments déclencheurs, en 2014, par exemple, il se vendu que des servantes avec un grand nombre de tiroirs. Et toutes les autres ont dû être vendues sous forme de solde en début d'année suivante, début d'année 2015, pour être capable de générer du cash, pour vous permettre de relancer la machine et de repasser de nouveau des commandes. Donc voilà, en 2014, le dirigeant, qui est un dirigeant d'entreprise familiale, je pense quelqu'un de relativement éclairé, a posé un peu la situation, a pris parti, et pas pris parti, mais effectivement a fait le constat que les prix allaient à la baisse, qu'il y aura toujours quelque part quelqu'un qui sera capable de produire moins cher que vous, que la situation euro-dollar des différents marchés, de toute façon, même si on ne sait pas si elle sera durable, malgré tout, on n'en est absolument pas maître. Donc, il a pris le parti de se dire qu'il fallait faire avec. Et qu'il y avait une seule solution pour reprendre des parts de marché, c'était de pouvoir drastiquement réduire ses coûts et être capable d'être compétitif par rapport à tous ces autres fabricants asiatiques. Et aujourd'hui, donc voilà, aujourd'hui le parti pris, hein, ils vendent, même s'ils vendent au même prix que les autres, voire légèrement plus cher, leur modèle d'affaires a été de proposer une livraison en délai court sous une semaine. Alors, si vous vous souvenez de l'histoire que j'ai racontée au début, qui était que le modèle de marché était de passer des commandes plutôt au printemps pour des réceptions de conteneurs à l'automne et des ventes plutôt l'hiver. Le fait comme ça de proposer des produits en une semaine a été complètement révolutionnaire pour les acheteurs. Et pour convaincre tout le monde, eh bien, il a fallu, on va dire, aller au-delà de l'acheteur, hein, puisque le prix est plutôt le même. Mais il est allé voir les vendeurs d'équipements dans les magasins qui, eux, aujourd'hui, ont un problème, c'est que quand avec les produits venant de très loin, ils n'ont pas la possibilité d'adapter les ventes en fonction des besoins de leurs clients. Si les clients veulent du bleu et qu'il leur reste plus que du rouge, eh bien, ils sont un petit peu contraints de faire des efforts pour vendre du rouge. Avec une proposition de réassort une semaine, les commerciaux sont tous satisfaits. Il est allé voir aussi les financiers qui, eux, aujourd'hui, dans un modèle comme ça d'achat à distance, sont obligés de débourser progressivement de la commande à la livraison bien avant ou plutôt avant d'avoir vendu, alors que dans le modèle qui est proposé d'une livraison en 8 jours, eh bien, ils ont la possibilité de faire une optimisation de trésorerie et vendre et de payer après avoir vendu pour une partie. Et je vous raconte pas aussi le côté logistique, hein, stocker et recevoir des quantités sur plateforme, décharger des conteneurs complets ou alimenter chaque magasin de quantité juste suffisante, c'est une gestion de moins et surtout de la place aussi dans certains endroits qui n'est pas négligeable. Donc voilà, avec ce modèle-là, c'est ce modèle, on va dire, si on prend du point de vue client, fut un vrai succès. C'est ce modèle d'affaires qui leur a permis de reprendre des parts de marché. C'est ce modèle qui aujourd'hui a piloté, on va dire, la transformation. Et maintenant, je vais m'intéresser, bien, imagine, à toute la partie interne, puisque comme vous pouvez l'imaginer, passer d'une organisation industrielle où on produit des lots et à une organisation où il faut être capable de livrer en une semaine, eh bien, tout a changé. Alors, on va y aller étape par étape, hein. Je vais d'abord vous parler des investissements. J'ai quelques petites vidéos, je n'ai pas de retour, mais je pense que vous devez l'avoir. Bon, une des clés pour la réduction des coûts, ce fut de faire, dire avec les équipes, une refonte complète du procédé et faire en sorte que les machines soient automatisées pour être capables de produire sur des temps courts,
que la part, finalement, la part main-d'œuvre soit déplacée des opérations les moins intéressantes vers d'autres opérations qui allaient être de préparer les différents programmes. Ça veut dire qu'on change beaucoup plus souvent de série. Hein. Donc, ces lourds investissements, c'est à peu près une demi-année de chiffre d'affaires, donc 3,5 millions pour une PME, une demi-année de chiffre d'affaires sur 3 ans, c'est énorme et c'est relativement impressionnant. Alors, j'ai prévu quelques vidéos, mais aujourd'hui, donc c'est un atelier qui est découpe laser. Donc, ils ont investi dans de la découpe laser avec de l'automatisation pour le dégrappage des produits. Il y a un atelier de pliage. Donc, de la même manière, ils ont investi dans des cellules de pliage robotisées pour être capable de changer très rapidement aussi de série. Un atelier de soudage robotisé aussi et une ligne de peinture qui, elle, a été juste un petit peu refitée, mais une ligne de peinture en interne. Et pardon, j'ai oublié, il y avait aussi une ligne d'assemblage. Alors, au niveau de l'impulsion, effectivement, CETIM a été présent en 2017 un petit peu pour accompagner l'entreprise dans l'introduction du robot, du premier robot, qui était pour une technologie qu'il ne maîtrisait pas. Donc, ce besoin d'être assisté pour discuter avec les intégrateurs, pour comprendre les besoins, travailler sur leur cahier des charges et puis aussi mener le projet avec les équipes. Le robot, dans leur cas, et c'est une preuve aussi, quand il permet comme ça d'accompagner une transformation de modèle, n'est pas un destructeur d'emplois, mais bien au contraire, c'est quelque chose qui a permis de créer des emplois ces dernières années. Alors dans les investissements aussi, là ça a été vraiment pensé sur, on va dire, toutes les clés des dernières technologies, notamment tout ce qui est plieuses, qui sont plutôt des machines relativement bruyantes. Hein. C'était des machines avec en général des moteurs, des centrales hydrauliques qui tournent en permanence. Donc voilà, il a fait travailler les fournisseurs. Ça a été un travail commun avec les équipes de l'entreprise et le fournisseur pour avoir des systèmes hybrides électriques, accumulateurs hydrauliques, pour faire en sorte que ces machines qui finalement font du bruit tout le temps ne soient actives que pendant les périodes de pliage. Donc, ça lui a permis de réduire quand même quasi sur certains équipements la consommation énergétique par 5. Et ça aussi, c'est une anticipation, on va dire, du futur, puisque l'énergie reste dans ces activités avec beaucoup de process, un coût qui, même si aujourd'hui il n'est pas toujours très significatif, ne va pas aller en diminuant. C'est aussi prévoir un petit peu l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau du soudage? Au niveau du soudage, il y a eu un certain nombre de premières mondiales qui ont été faites avec les constructeurs. Hein. Ça a voulu être fait pour aller dans le sens du changement de série très rapide. Donc, il a été travaillé avec les fournisseurs de robots de soudure, la capacité de changer d'outillage en automatique pour permettre de pouvoir travailler. Donc, sur le principe, on travaille jour et nuit et la nuit sans équipe. Sans équipe, comment? Aussi avec des systèmes tout simplement domotique, type domotique industrielle, pour surveiller l'atelier, faire en sorte que les équipements s'arrêtent et démarrent en fin de série, voire une prise de main à distance avec des systèmes de prise de contrôle, d'éclairage et de vidéo pour voir éventuellement ce qui se passe. Donc c'est aujourd'hui, même si la nuit est utilisée plutôt pour des tailles de lot un petit peu plus importantes, sur les procédés de pliage et de soudage, on est capable de changer de série. Relativement impressionnant. Dans les investissements, je crois que le cœur, et ça, il faudra que j'y vienne un petit peu après, le cœur de l'ensemble, ça a été aussi l'articulation numérique, hein, ce qu'ils ont appelé le CAM, le Computer Assisted Manufacturing. Hein, c'est vraiment la colonne vertébrale de cette transformation qui a permis aussi d'accompagner cette fabrication en une semaine. Donc, je vais peut-être passer aussi quelques images parce que c'est toujours intéressant. Là, on a quelques images. On voit une cellule robotisée de pliage. Donc,
pour ceux qui ne connaissent pas, le pliage demande de contrôler l'épaisseur de la tôle en permanence. À chaque tôle, si vous voulez bien maîtriser l'angle de pliage, puisque à la moindre différence, à moindre écart d'épaisseur, vous avez un retour élastique un petit peu différent. Comme vous voyez, hein, toutes ces manipulations qui avant étaient relativement compliquées, hein, à une personne ou deux personnes, on brasse beaucoup de tôles. Aujourd'hui, pour les opérateurs, le travail est vraiment très différent, hein, d'alimentation des machines, de préparation des machines, ça a beaucoup changé. Deuxième axe de travail essentiel dans cette transformation, c'est vraiment la numérisation de l'ensemble du parcours client et du parcours dans l'entreprise. C'est une volonté, c'est vraiment une exigence qu'ils se sont créés d'avoir un jumeau numérique sur l'ensemble de l'entreprise pour faire en sorte que toute cette complexité de changement de série permanente ne soit pas gérée par du papier comme avant ou ne soit pas non plus une complexité à gérer dans la tête des personnes, mais que ce soit le système qui porte toute cette complexité. Aujourd'hui, ils ont par exemple, si on commence au début de l'expérience client, ils ont un configurateur, un système relativement simple de configurateur pour permettre au client de préconfigurer son aménagement de véhicule. Des systèmes ensuite qui sont complètement connectés avec la CAO. Et après, l'ensemble dans l'entreprise, dans l'usine, la CAO est connectée elle-même avec des outils de programmation hors ligne pour les robots, ce qui permet de faire les premiers programmes directement en temps masqué sur les machines. Ils sont ensuite chargés et appelés directement par les opérateurs. C'est vraiment voilà, c'est vraiment l'état d'intégration du système qui a été plutôt un système maison, hein, plutôt qu'un système complètement intégré du commerce. C'est vraiment un système dont la force n'est pas été le choix du fournisseur, mais a été l'effort d'intégration. Et aujourd'hui, voilà, tous ces éléments comme la programmation hors ligne, sur tous les outils d'optimisation, tout ça, c'est vraiment cet élément quand même qui a permis de faire en sorte que le délai de mise en fabrication entre le plan, la programmation robotique, la livraison se fasse en quelques heures, alors que ça pouvait prendre beaucoup plus de temps dans le passé. On va voir quelques vidéos parce que c'est toujours plus intéressant aussi. Vous allez voir un certain nombre, même si j'ai coupé le son hein, volontairement. On va voir, voilà, on commence par le bureau d'études. Alors au niveau bureau d'études, on est dans une organisation 43 personnes, il n'y a toujours qu'une seule personne. Hein. Vraiment, l'ensemble est relativement intégré, fonctionnel. L'ensemble des études est préparé au contact de l'entreprise. Donc là, il explique que s'il a réussi son projet, ce fut surtout par le fait que le projet a été réalisé avec les personnes et tout le succès de cette intégration, ça a été de le faire avec les personnes qui connaissent le métier. Donc là, on est sur une vue avec de la programmation hors ligne des machines de pliage. Donc comme vous le voyez, ce sont des machines qui permettent de se reconfigurer automatiquement. L'investissement des coupes. Un peu plus loin, après la découpe, nous allons aller vite, je crois, si j'accélère un tout petit peu. On est toujours sur les machines de découpe, des coupes laser, des grappages automatiques. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, derrière tous ces investissements, une exigence forte auprès des fournisseurs pour prendre en compte la consommation énergétique, réduction du bruit, et pour certains équipements, des premières mondiales qui ont fait que les coûts d'investissement ont pu être partagés aussi avec le constructeur.
Là, l'opération que vous voyez, là, c'est le fait de laisser tomber la tôle sur un angle, c'est pour permettre de repositionner dans l'espace la tôle dans son environnement et que le robot poursuive sa trajectoire. Le soudage. Donc le soudage, l'atelier de soudage, il reste encore un ou deux postes de soudage automatique, mais 3 robots de soudure qui eux tournent voilà, j'allais pas dire justement sur les séries, puisque aujourd'hui ils produisent parfois des lots unitaires ou des lots quasi unitaires avec des changements de série, même la nuit en usine fermée. L'assemblage, une partie de l'assemblage aussi a été automatisée. Là, on est sur des caisses de maçon, donc les caisses des cubes. Montage avec soudure par point, assemblage. Et comme on l'a vu aussi là du changement, les robots changent eux-mêmes leur outillage, permettre de changer de série sans intervention des opérateurs. On retrouve toujours les mêmes techniques. Je vais me permettre d'avancer un petit peu et de éventuellement vous challenger sur on va rentrer dans la technique, sur le montage d'une, si on voit en haut, hein, on voit en haut ça c'est une caisse, hein, un montage d'une servante d'atelier, c'est un fond, c'est un socle, 2 montants, un toit et un fond, donc c'est simplement 5 opérations. Et l'exercice, ça va être d'essayer d'imaginer comment ils ont pu, dans leur reconfiguration, passer de 25 minutes de temps process, hein, de temps process, à 7 minutes pour assembler ce type de composants. Donc, quand on fait ce type d'assemblage, ou avant, hein, la situation était de préparer chaque flanc individuellement par une opération de pliage. Donc, vous aviez la nécessité de créer 7 stockages d'encours avec les fonds, les montants, le toit, etc. Donc, pour éviter de perdre du temps dans les réglages et avoir un temps de production important, il était relativement intéressant d'avoir des tailles de l'eau relativement importantes, mais pas trop non plus, parce que même si on monte des choses relativement simples, c'est relativement consommateur d'espace dans l'atelier, puisque vous voyez que vous créez à chaque fois des stocks d'encours. Donc, il faut trouver toujours le compromis entre la taille de l'eau et l'espace disponible. Donc, ça, c'était aujourd'hui pour réaliser ce type d'opération, ce type de montage, il fallait 6 opérations. Comment faire mieux au niveau des techniques de transformation de tôle, comment on sait faire mieux aujourd'hui dans l'industrie? Après, il y a tous les procédés type d'emboutissage qui permettent de réaliser ce type on va dire, qui permettent de réaliser une forme 3D en une seule opération. Alors, c'est industriel, mais c'est absolument pas dans leur modèle économique, puisque ce genre d'équipement demande d'acheter un moule et de changer de moule à chaque configuration. Donc là, c'est pas ce qu'ils ont obtenu. Les solutions de pliage robotisé ont l'avantage comme ça de pouvoir réduire les manipulations et puis de travailler, on va dire, de manière plus autonome, mais malgré tout, ça a aussi ses limites. Alors, il faut aussi vous montrer aussi ces derniers investissements comme les panneauteuses, qui sont des machines qui, en plus d'avoir la capacité de charger les pièces seules avec un robot devant,
sont à la fois capables de reconfigurer leurs outillages, mais sont aussi capables de reprendre les produits, de les retourner pour réaliser l'ensemble des opérations en une seule fois sans intervention, sans aucun réglage. Donc, ce type d'opération est activement impressionnante. Donc voilà, moi j'avais envie le chat, je ne sais pas si je le vois ici. Je pense qu'il y a j'avais envie de vous un petit peu de vous challenger et de vous demander, si vous pouvez répondre dans le chat, de 6 opérations hier, donc 25 minutes de temps de prod pour réaliser une armoire à 7 minutes aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez en combien d'opérations ils ont pu faire ça? La limite des exercices à distance, c'est... Alors, vous voyez pas les réponses, mais moi je les vois. Donc, il y a Vous 2 voyez? personnes qui ont répondu 3 et une personne qui a 3. répondu 2. Alain, c'est pas bon encore. Ah, c'est bien que vous Encore 3. m'assistiez parce que là, moi, je les vois pas les réponses. Une seule opération. Pardon? Il y en a plusieurs qui ont répondu une seule opération. Une seule, ben voilà. C'est exactement ça. C'est une seule opération. Alors, on va le voir en vidéo. Je vais cacher ça. On va le voir en vidéo. On le devine ici. Alors, la façon de faire, ça a été de mettre devant cette machine, cette panoteuse qui permet de faire du pliage et de la reconfiguration en automatique. Il a été mis le stock de chaque flanc. Le robot charge chaque flanc dans la machine. Et l'astuce a été de produire les pièces, le fond, puis les montants dans l'ordre du montage. Et donc, l'opérateur aujourd'hui ne travaille plus du tout sur le chargement et déchargement de la machine, qui est plutôt des opérations où il y a que des opérations physiques à faire. Aujourd'hui, il assemble en bout de ligne la servante et les pièces lui arrivent dans l'ordre de montage. Alors, vous pouvez imaginer, pour ceux qui ont déjà eu des problèmes de place dans des usines, les gains de place que ça peut créer et surtout tous ces avantages, le fait de ne pas... On voit là la place, on est quasiment sur la photo, même si la photo a un petit peu cassé, on va dire, il y a quand même un petit peu plus d'espace. Réaliser ce type d'opération avec cet espace au sol, ça a été on va dire, un salutaire quand on a des ateliers qui sont relativement chargés et quand on manipule des tôles, ça c'est vraiment du bonheur. L'autre chose aussi, c'est que du coup, sans tous ces encours, ces besoins d'encours, il n'y a aucune difficulté à réduire les tailles de lot à quasi du lot unitaire, mais vous avez d'une opération, de 6 opérations sur un OF, là vous passez à une opération par OF et aucun stockage d'encours. Je crois qu'on voit une petite vidéo derrière, mais j'avais prévu. La vidéo là, c'est une deuxième page où on voit que la panoteuse, là, le robot, positionne les flancs dans la panoteuse et la machine les retourne elle-même. On va le voir, je crois, sur une vidéo, ce sera un peu plus simple. Voilà, la première pièce, est posée sur le tapis, sur le convoyeur à rouleau, pardon. Et du convoyeur à rouleau, on va le voir après, assemblage. Franchement, pour avoir eu à gérer parfois des productions et des problèmes d'espace, ce type de solution, c'est assez génial, quoi. Et puis, je vous explique pas sur le prix de revient, hein, passer de 25 minutes à 7 minutes, c'est là où vous faites un saut important, même s'il y a des investissements à amortir. De toute façon, la réduction du temps fait que vous avez quand même largement des gains.
Troisième axe après transformation du process dans l'usine, hein, je parle des axes dans l'usine, transformation numérique. Vraiment l'accélérateur ou tout le catalyseur, ça a été les hommes dans cet équipement. Ce qu'a voulu faire le dirigeant, c'est de faire cette transformation avec les personnes. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses, mais clairement, les personnes les plus aptes à programmer les robots étaient ces opérateurs, parce que c'est eux qui ont l'habitude des bonnes trajectoires, qui savent où sont les problématiques métiers de pliage. Donc là encore, quand il a lancé ce projet, il a fallu vraiment travailler de manière et aussi pousser dans leur retranchement tous ces fournisseurs pour faire en sorte que les interfaces de programmation de robots soient, on va dire, sur le modèle un petit peu de jeu vidéo pour que chacun puisse s'y retrouver. Aujourd'hui, tout le monde a eu des expériences où tout le monde est capable de programmer des choses comme des jeux vidéo ou comme des sites internet, ce qui n'était pas toujours le cas des interfaces robots. Et là, eux, aujourd'hui, tous les opérateurs sont aujourd'hui capables de faire des démarrages sur ligne robotisée. Les programmes on fait une première fois. Il y a une certaine intelligence dans la programmation quand on arrive sur la ligne pour récupérer ou bénéficier de l'historique pour tout ce qui est, on va dire, course, dernier réglage. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'avec des opérateurs, ils arrivent à démarrer, à faire la première pièce bonne. Ça, c'est vraiment impressionnant. Bon, les tailles de lot, on n'est pas tout à fait au lot unitaire, mais on fait des lots de 40 pièces, donc c'est quelques dizaines de minutes ou quelques heures par lot. Et ils changent de production des fois 3 ou 4 fois par équipe, et un peu moins la nuit, mais c'est toujours possible. Après, d'un point de vue humain, voilà, d'un point de vue humain, c'est aussi un contrat un petit peu complètement revu avec les opérateurs. On passe d'une usine où ce qui comptait, c'était que les gens alimentent les machines, donc c'était leur investissement, c'était leur, on va dire, leur acharnement au travail qui faisait avancer la production. Là, le deal avec les équipes est complètement différent. Ce qui compte dans une usine comme ça, c'est de faire tourner les machines. Mais d'un autre côté, c'est aussi pour les employés, pour les équipes, c'est une situation beaucoup plus enrichissante que d'être challengé sur son travail lui-même. Je l'avais dit au début, mais vraiment, ça a été le contrat de confiance entre le dirigeant et son équipe qui a fait que cette transformation ait eu lieu. Comme on disait au début, en 2010, l'entreprise avait vraiment des silos avec notamment une partie études. On était dans un modèle où les études portaient, c'est un peu le modèle, portaient le savoir, concevaient et l'atelier fabriquait. Donc, derrière ce modèle où finalement on pense que les gens de l'atelier ont peu de valeur ajoutée, ce qui est absolument dommageable. On avance aussi vers des comportements où on crée des fossés entre les équipes, des incompréhensions, des choses comme ça. Ce qui a été déclencheur dans cette transformation, c'est une époque où justement des personnes du bureau d'études sont parties. Et là, ça a été un déclencheur un petit peu pour le dirigeant qui a recruté des jeunes qui étaient plutôt de génération numérique et qui l'a directement, on va dire, mis au contact de l'atelier. Et ça a été vraiment déclencheur hein, dans cette démarche. Et on peut dire qu'on a vraiment franchi un pas qui n'est pas possible dans ce genre de solution où ne penser que l'atelier est juste là pour produire, c'est un peu le modèle taylorien et séparé du reste, c'est absolument contre-productif. Donc aujourd'hui, au niveau de l'organisation, il y a un accord, on va dire, un accord des équipes, une organisation avec un dirigeant et 43 personnes en dessous, pas de hiérarchie. Le fait d'avoir une hiérarchie, c'est plutôt on va dire, contradictoire avec le contrat qui est passé avec les équipes qui sont là pour faire tourner les machines, qui se comportent, le comportement attendu est plutôt un comportement type d'artisan, hein. Le fait de mettre en intermédiaire des chefs d'atelier ou des chefs d'équipe,
ferait penser ou laisserait certaines personnes aller vers une déresponsabilisation, hein, quelque part. Et alors que tout a été mis en place pour former, pour accompagner les gens, aujourd'hui, ils ont les compétences et aujourd'hui, l'entreprise fonctionne avec on va dire, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une organisation inversée, mais en tout cas, aucun management intermédiaire et une relation de confiance dans les deux sens. Après, moi, dans les comportements, hein, ce que j'ai pu observer en étant dans cette entreprise, c'est que la plupart des personnes sont rentrées avec aucune qualification, hein. Le fait de participer avec la confiance du dirigeant dans cette transformation, ils ont tous pu se former à du pilotage de cellules robotisées, à certaines solutions numériques, et ils ont vraiment amélioré leurs conditions, on va dire, d'employabilité, hein. Ce sont passés des gens qui n'avaient finalement que peu de métiers ou peu de compétences à des gens aujourd'hui qui sont des professionnels de valeur. Ils ont aussi amélioré leurs conditions financières tout court, hein. L'entreprise va mieux, leur employabilité est améliorée. Et le dirigeant est fier de montrer que certains collaborateurs qui étaient peut-être, je ne vais pas dire condamnés, mais on va dire voués à rester dans un intérim ou du logement social, aujourd'hui sont des gens qui sont installés dans cette région et qui ont pu accéder à la propriété. Donc tout ça, ça fait partie on va dire du modèle qui fait que ce n'est plus l'entreprise où il ne fallait pas aller, à une entreprise où il fait bon vivre. Et dans ce côté très ouvert, confiance, on voit que les pratiques s'accélèrent, hein, puisque le numérique n'est pas le numérique, ce qui est vécu à titre personnel à la maison aujourd'hui, eh bien, est promu, on va dire, dans l'entreprise. Et moi, je vois les opérateurs qui prennent eux-mêmes des images avec leur portable quand ils commencent une nouvelle pièce sur les réglages, sur des défauts, qu'ils les mettent sur le système de gestion informatique pour capitaliser ces connaissances. Et tout ça se fait de manière complètement ouverte avec la confiance qui existe sur les systèmes, sur la gestion numérique des fichiers. Voilà, donc ça c'est assez spectaculaire. Bien entendu, au niveau du recrutement, mais c'est vraiment pour les nouveaux collaborateurs, c'est vraiment les soft skills, hein, qui sont recherchés, hein. On appelle les talents aujourd'hui. Le talent, j'aime pas bien ce mot-là, mais c'est pas que les gens ont un talent, mais c'est que les gens adhèrent au principe qu'il faut en permanence évoluer, que les choses changent et qu'il faut se former. Donc c'est vraiment ce type de profil qui est recherché. Et même si les gens sont bouchers ou boulangers, aujourd'hui, ils arrivent et à partir du moment où ils ont l'état d'esprit et la volonté de travailler en équipe, ils deviennent très rapidement de très bons collaborateurs dans cette entreprise. Alors, ce qu'il ne faut pas négliger dans ce type de transformation, c'est la formation, hein. Le budget de formation doit être à la hauteur des ambitions. Les formations aussi doivent être, là encore, il faut aussi challenger un peu les sociétés qui font des formations sur les robots et autres, parce qu'elles sont souvent conçues pour des gens qui ont fait des études, par exemple, ou qui sont sortis de l'école il y a peu de temps. Quand on envoie des opérateurs qui, eux, n'ont pas l'habitude d'aller qui n'ont pas gardé une bonne image aussi de la fin de l'école, eh bien, il faut diminuer les modules, faire en sorte que les modules soient plus pratiques. Et puis, on est sur des opérateurs, donc des formations longues à distance, c'est compliqué, des envoyer en déplacement. Donc, il faut aussi faire minimiser le nombre de sessions à distance, voire faire des sessions en interne. Mais ça fait partie aussi des grandes expériences vécues par l'entreprise, hein, le fait d'envoyer des gens même à l'étranger alors qu'ils n'ont pas l'habitude d'y aller. Ça laisse des souvenirs qui construisent la solidité de l'entreprise. Donc en résumé un petit peu sur la transformation d'entreprise, comme ça du côté humain, ça a été vraiment un contrat de confiance, où tous les gains qui ont été faits par la robotisation ont été faits au profit d'amélioration de conditions de travail.
et fait en sorte que les opérateurs, hein, les collaborateurs finalement évoluent dans le sens où ils deviennent des gens capables de piloter des cellules robotisées, capables de programmer des choses. Une meilleure, on va dire, une meilleure rémunération pour certains, et puis globalement une atmosphère de travail plus intéressante. Et le tout est démontré, et c'est ça qui est intéressant, que l'on pouvait continuer à créer de l'emploi tout en automatisant, tout en robotisant. Alors, en résumé un petit peu de tous les axes qui ont été vus dans cette présentation, pour arriver à cette transformation, hein, on est parti d'un nouveau modèle économique, on est parti d'un nouveau deal avec le client de lui fournir en une semaine des produits adaptés à son besoin. Mais dans l'entreprise, ça veut dire qu'il faut couvrir un certain nombre d'axes. Donc, c'est un petit peu la méthodologie que l'on conseille, hein, c'est d'avoir une approche globale. La transformation doit être systémique. Il y a certes de l'investissement techno, vous l'avez vu, l'investissement sur le numérique, qui doit permettre de faire en sorte que toute la charge mentale ou toute la charge documentaire bascule des opérateurs vers le système, comme l'investissement d'équipement, hein, le point 1, doit faire en sorte de supprimer tous les temps de non-valeur ajoutée, de manipulation. Dans notre cas, c'est du chargement, déchargement de palettes, chargement sur machine, donc des choses relativement pénibles à faire. Le côté environnemental, même dans des industries où la visibilité est très faible sur ce point-là, avoir une usine qui soit vertueuse est une fierté pour l'entreprise familiale, mais aussi pour les collaborateurs. Il y a des choses à faire sur la gestion de l'énergie, hein, qui est dans ce cas le point qui a été le plus travaillé, mais pas que. Il y a tout ce qui est aussi, si on prend le côté, on va dire, entreprise adaptée à son environnement, c'est aussi les conditions de travail, le bruit, l'éclairage et autres. Le point end-to-end customer, donc là c'est vraiment le fait d'avoir une organisation des processus, hein. C'est le contraire du silo, c'est le fait d'avoir un chaînage complet du parcours du client vers le client en passant par l'entreprise qui soit le plus adapté aux besoins et bien entendu supporté par les systèmes informatiques. Le point 5, l'homme au cœur de l'usine. Je crois que je vais réussir à vous le démontrer avec la présentation, c'est central dans notre projet. Tout ce qui est smart manufacturing, on pourrait dire fabrication intelligente, là, ça doit être vraiment la méthode qui doit piloter la transformation au quotidien, faire en sorte qu'on travaille avec les gens pour réduire les temps perdus, réduire les gestions inutiles, les flux, le rangement, etc., etc. Et un dernier point que l'on souhaite aussi, que l'on aborde aussi, hein, qui est vraiment le point 7, on va dire entreprise ouverte. Avec l'évolution des besoins, l'évolution des technologies, quand on est une entreprise, même que ce soit une PME bien entendu, mais même une entreprise de plus grande taille, il est très compliqué de tout maîtriser. Et on peut être amené à faire appel à des technologies ou à des procédés que l'on n'a pas. Donc il faut cultiver cette capacité à avoir des partenaires pour le développement, des partenaires pour apporter à ses clients aussi de la valeur ajoutée sur vos produits. Et ça, c'est une conviction aussi, hein. Les choses ne vont pas forcément aller dans le sens où il sera possible de tout maîtriser. Les technologies sont toujours de plus en plus complexes, donc elles demandent des compétences qu'on ne peut pas se payer. Donc cette ouverture vers des partenaires, alors à chacun il le fait à sa dimension, hein, locale, régionale, suivant ou groupe pour certains quand ils appartiennent à un groupe.
Mais ça, c'est vraiment aussi les axes de travail. Bon, un petit retour, un petit clin d'œil sur l'année 2020. Donc le confinement arrive en France. C'était le 16 mars. Pour beaucoup autour de ce PC, vous devez avoir vécu la même chose. Le constat fait par le dirigeant Hervé Vallier, c'est que d'abord, il n'a pas l'habitude de baisser les bras et d'attendre les subventions. Mais le constat était que vendre des caisses à outils ou des servantes, c'est pas des produits de première nécessité, donc ça allait être compliqué. Parce que bon, un maçon peut tout à fait, dans une année difficile, transporter ses outils dans un seau. Il n'y a pas besoin d'une caisse toute neuve. Donc voilà, la situation est compliquée. Mais fort de ses compétences de concevoir des produits et de vendre en quelques jours, mais il s'est lancé. À l'époque, on en cherchait de partout sur des distributeurs de gel. Il l'a conçu en 3 jours, l'a proposé en 3 jours à travers un petit peu les distributeurs qu'il connaissait. Il a essayé de sortir un petit peu aussi de ceux qu'il connaissait. C'était pas toujours évident. Mais même si bon, l'usine n'a pas tourné à 100% ou n'a pas tourné complètement pendant cette période-là, il a réussi à en vendre dès avril-mai. Il a vendu 2000 équipements comme ça, qui a permis un petit peu de faire tourner l'usine. Il s'était aussi sur le même modèle économique que le reste, essayer de se placer mieux que les produits low cost. Mais à cette époque-là, il a été confronté un petit peu à l'opportunisme des distributeurs qui, eux, n'avaient pas forcément envie de baisser ou d'optimiser les prix à cette époque-là. Il y avait un effet d'aubaine. Donc, les volumes qui auraient pu être bien plus importants n'ont pas été, ceux qui l'espéraient. Et puis c'est toute une période un peu compliquée, même s'il a réussi à en produire quelques milliers. À l'époque, il a fallu trouver, il était coincé un moment par du carton, à d'autres moments par les distributeurs qui refusaient. Alors, vu qu'il est quelqu'un de créatif, il a aussi essayé de vendre un petit peu en direct. Bon, mais après, c'est d'autres choses à mettre en œuvre. Donc voilà, la période de confinement a été passée avec la production un petit peu de distributeurs, et puis après, pour le reste de l'activité, c'est reparti normalement, et aujourd'hui, ça s'est jamais arrêté. Un autre clin d'œil, voilà, c'est un distributeur de gel. Pardon, un distributeur de gel, tout le monde en a vu, je pense, il n'y a rien de nouveau. Si on continue un petit peu, voilà, quand on est dans une entreprise comme ça qui s'est ouverte et autres, les idées fusent. Donc aujourd'hui, il y a toute une roadmap innovation qui va permettre, je pense, de conforter ses positions chez les clients, des idées d'IoT, d'objets connectés pour suivre ses outillages, de faire en sorte aussi de proposer aux clients en ligne des configurateurs intelligents pour, au-delà d'avoir des configurations prédéfinies d'aménagement de véhicules, eh bien, aller vers de la configuration un petit peu assistée par un système d'intelligence artificielle pour combiner un grand nombre de choses et aller vers l'intelligence artificielle. Donc voilà, des projets qui continuent. Et je continue dans le clin d'œil, aussi un petit peu pour faire de la publicité pour cette entreprise. C'est une usine du futur et toujours prête à relever les challenges. Je suis passionné d'automobile. Eh bien, l'année dernière, en 9 mois, ils ont dessiné, fabriqué et démarré une voiture. Vous voyez le châssis, parce qu'un châssis de voiture, c'est de la tôlerie et du soudage. Et vous pouvez, si vous avez accès, vous voyez, devalier.fr, aujourd'hui, il est en train de monter un atelier, un bâtiment à côté de son usine pour produire, on reste dans la voiture collection, pour produire 25 modèles par an de ce type de cabriolet absolument magnifique. Je pense que cette transformation, au-delà d'avoir embarqué toutes les équipes, je pense, a aussi donné des ailes à l'entreprise et montrer que tout est, enfin voilà, sortir un véhicule en 9 mois, je pense que c'est assez spectaculaire. On est dans du véhicule de collection qui demande moins de qualification qu'un véhicule de tourisme et autres, mais la mise sur la route est validée et bientôt est disponible. Donc voilà, bravo.
Je reviens un petit peu pour conclure, donc si on a dit quelques minutes encore, sur globalement la transformation vers l'usine du futur, pourquoi et comment. Alors je montre un petit dessin que j'ai fait. On voit au milieu un dirigeant qui sont, moi j'aime beaucoup les dirigeants d'entreprises et de PME qui sont souvent des gens éclairés, qui ont à cœur, hein, j'ai dessiné à cœur leurs poumons, c'est leurs hommes, leurs usines, qui sont leurs moteurs, hein, qui restent vraiment ancrés. Et pour ces dirigeants, mais la difficulté, c'est d'évoluer dans un monde qui change. Il y a les méga trends, vous les connaissez, mais ils sont réels. Comment évoluer les méga trends, juste pour revenir dessus, euh, et ça, c'est pour certaines entreprises, c'est encore à cultiver. Clairement, il faut imaginer qu'à l'avenir, tout ce que vous vendiez sous forme de produits, de services, doit être pensé plutôt sous forme d'usage. On est moins aujourd'hui ouvert à, à se sacrifier, je dirais, dans un investissement important pour du bâtiment, pour une automobile. Si on peut se contenter de payer juste ce dont on a besoin, ça nous laisse des ressources disponibles pour faire autre chose. L'usage est vraiment devenu le driver qui fait que vous satisferez mieux les clients demain. Un autre qui est voilà, l'autre driver du coup, c'est qui est lié, je viens d'expliquer, c'est plutôt le paiement à l'usage, qui permet aussi d'élargir les modèles économiques. Un point important sur les hommes, on avait eu trop tendance et on a encore tendance à recruter sur les compétences des gens, sur leur CV, sur ce qu'ils ont fait dans le passé, alors que ce qu'on a besoin, mais c'est compliqué à faire, je vous l'avoue, mais c'est pourtant, je pense que la démonstration de l'entreprise avant le montre. On n'a pas besoin, c'est pas forcément de compétences particulières, de compétences du passé, ou de ça. C'est vraiment de la capacité des gens d'avoir des talents de se reconfigurer, d'apprendre et autres. Donc cette transformation donne la possibilité à un certain nombre de gens de pouvoir accéder à d'autres entreprises, mais ça veut aussi dire qu'il faut être capable de réveiller certains qui restent dans leurs acquis, dans leur dans leur vécu et les convaincre que le mouvement, c'est pas forcément l'entreprise de les former, c'est aussi tout le monde doit se mettre en mouvement pour être capable de se reconfigurer, de s'adapter au monde qui change. Le management à l'ancienne, je dirais, est aussi aujourd'hui, je pense que tout le monde aussi le voit, c'est toujours, on n'est plus dans ce monde où on apprécie d'avoir des chefs, des comités de direction, des réunions et autres. Il y a quelque chose à revoir. Moi, j'ai pas de recette sur le côté organisation, mais c'est pour ça que j'ai appelé ça un peu un New Deal. Il faut s'adapter, il faut trouver le modèle qui correspond à la culture d'entreprise, des dirigeants et des hommes en place. C'est quelque chose qui doit toujours être en mouvement, mais clairement, on n'a plus aujourd'hui des attentes qui existent d'avoir en permanence des directives, des directions. Tout le monde peut être impliqué, tout le monde peut avoir accès à de l'information. Voilà, il faut trouver l'organisation et les modes de fonctionnement adaptés à votre entreprise. Dans les grands drivers industriels, pour moi, il y en a un qui est intéressant, c'est le fait aussi d'évoluer de ce que j'appelle du retour d'expérience à l'utilisation de la donnée. Quand j'étais responsable de prod, devant un problème technique, devant un 8D ou autre, la méthodologie, c'est de mettre autour de la table les gens qui savent pour exploiter les résultats que les mesures, pour identifier les causes avec les gens qui connaissent le produit, qui connaissent le procédé. On s'appuyait essentiellement sur l'expérience. Ce qui change aujourd'hui, c'est que le fait de pouvoir exploiter les données qui existent dans l'atelier, puisque les machines et produits qui ont tourné ont généré des données, mais qu'on avait du mal à exploiter, on va de plus en plus vers l'utilisation de ces données pour comprendre ce qui se passe et expliquer les problèmes. Ça, c'est un changement et relativement spectaculaire où bien plutôt que de s'appuyer sur je croyais que, on a vraiment des choses factuelles et une source, on va dire, d'optimisation et d'amélioration qui est assez sympa pour les ingénieurs et les techniciens que nous sommes.
j'ai dit tout à l'heure. L'entreprise centrée sur elle-même, qui fait tout elle-même, c'est aussi, je pense, une époque révolue pour avancer dans tous ces évolutions sur les usages, il faudra aussi être capable de partir en équipe avec d'autres confrères. Et puis le dernier, pas le moindre, l'environnement qui était vu avant en rouge, hein, comme une contrainte, aujourd'hui est vu par tout le monde comme déjà par un engagement. On ne voit plus aucune industrie qui se désintéresse du sujet. Pour d'autres, ce sera aussi une opportunité. En tout cas, ça doit être vu par une opportunité. C'est l'innovation qui permettra de franchir certains seuils et faire en sorte qu'on améliorera les choses. Donc voilà, ça c'était notre vision un petit peu des méga trends, un petit peu c'est pour expliquer, parce que je reviens sur mon schéma, voilà, le schéma de PME. Une PME évolue dans ce monde-là, de méga trends. Les dirigeants sont des gens éclairés qui voient, qui ont toujours un coup d'avance, hein, voient l'évolution de leur marché, comprennent en général bien ce qui se trame et autres, même si le monde fait que dans la globalisation, on voit pas toujours arriver tout, mais ce sont des gens éclairés. Et nous les aidons, on va dire, avec les plans de transformation. Alors, un plan de transformation usine du futur, nous les aidons à devenir adaptés à ce monde-là. Et dans les différentes, j'ai voulu faire un petit puzzle pour dire, il n'y a pas forcément, je voulais pas sortir vraiment du modèle où on établit d'abord une stratégie, après on découle la stratégie en plan d'action, etc. On voit plutôt, nous, l'accompagnement de ces entreprises dans un ensemble de transformations qui sont imbriquées. L'offre 4.0, oui, l'offre doit évoluer en fonction de ce qu'on a vu, hein. Il y a des attentes vers des nouveaux business models, il y a des attentes vers plus de services, plus d'innovation, mais l'innovation high-tech ou low-tech, on pourrait rentrer dans le détail, mais il y a en permanence besoin de challenger sa feuille de route produit, son usine, les opérations, la transformation pour s'adapter à ce monde-là de votre usine numérique, de votre usine, de vos procédés. Les équipes, comme on l'a vu, hein, les compétences, ça reste clé, les hommes dans l'entreprise, et ça le restera, c'est ce qui est intéressant. Ce qui s'est greffé de plus en plus un petit peu avec cette époque Covid, c'est de se dire, oui, une situation, alors même si le Covid était imprévisible, il n'était pas improbable dans un monde globalisé, des événements comme ça, il pourrait y en avoir d'autres, donc il faut être capable de les passer. Donc avoir un petit peu de tactique pour vivre ces événements-là, mais faire en sorte de se dire que c'est normal et pas se dire qu'une fois terminé, ça sera passé, on pourra continuer comme avant. Comme vous le voyez, voilà, il faut quand même avoir un éclairage. Il faut avoir une conviction globale pour aller vers ce type-là. Mais l'ensemble est imbriqué. Et au milieu de tout ça, un petit carreau de puzzle sur l'équation économique qui reste essentielle. Se réinventer, investir, ça se fait que si vous êtes capable de dégager des marges. Dans l'exemple que j'ai montré tout à l'heure, hein, dans les années 2010, l'entreprise Sori ne gagnait que peu d'argent, donc n'avait pas cette capacité d'investissement. Donc voilà, c'était le cercle vicieux. Je dégage peu de marge, j'investis plus, je ne réduis plus mes coûts et les choses s'enfoncent. Alors que dans une situation où on reprend de l'oxygène, eh bien, on est capable du coup de relever les manches et pourquoi pas de lancer des lignes de produits, que ce soit des voitures ou autres. Bon, je voulais voilà, vous montrer un petit peu la méthodologie que l'on vous conseille d'adopter. Le CETIM propose des formations pour vous aider à mener vous-même votre plan de transformation. Moi, mon métier, c'est aussi d'accompagner les industriels ou les chefs de projet dans les entreprises à réaliser chez eux. Notre point fort, je dirais, c'est vraiment une fois cette feuille de route, cette puzzle réalisée, c'est de faire en sorte d'introduire des nouvelles technos. On a derrière des équipes techniques avec toutes les compétences.
Alors, je sais que dans la présentation un peu plus loin, on le voit, vous pouvez avoir accès à un certain nombre de, je crois, c'était un peu plus loin, du coup, je vais aller un peu vite pour ça. Hop, voilà. Dans les derniers slides, vous retrouverez, si vous êtes intéressé pour aller plus loin, des formations architectes de la transformation vers l'industrie du futur. Donc, c'est vraiment être capable de mener cette démarche. C'est des formations que j'anime. Et après, bon, il y a un certain nombre de liens qui vous orientent vers des exemples, vers des présentations plus techniques. Ce que je vous propose maintenant, donc là j'ai parlé, c'est vrai que c'est toujours le côté déconcertant un petit peu des webconf, on n'entend pas, on ne sait pas combien de personnes restent attentives, mais j'espère que j'ai pu un petit peu vous intéresser à travers l'expérience de l'entreprise Sori, et puis vous montrer que il y a tout intérêt à aller vers ce type de projet, surtout dans cette période Covid où finalement seules les entreprises les plus agiles seront capables de rebondir demain. Et on va passer maintenant plutôt à une période pour les 20 dernières minutes, une période questions-réponses. Allô? Oui, merci pour la présentation. Donc, on va passer aux questions. Je rappelle que vous pouvez les poser dans le chat. Donc, Ouais. première question, comment l'automatisation permet de faire des économies d'énergie? D'accord, ça c'est donc des questions qui ont été posées par Oui, les participants par les et participants. ils n'ont pas la possibilité de parler, ils vont seulement poser des questions par écrit, c'est ça? Oui, c'est ça. Leurs micros sont coupés par défaut. Quelles sont les possibilités de réduction d'énergie? Des exemples, alors on est dans du pratico-pratique hein, dans cette usine aujourd'hui qui tourne en H24. Vous savez que les consommations énergétiques, basiquement c'est l'éclairage, les compresseurs, les centrales de chauffe et autres. Et bien, l'installation par exemple de la domotique industrielle, qui sont des systèmes copier-coller de ce qu'on a à la maison, leur a permis d'automatiser par exemple à la fin de quand ça tourne la nuit, le week-end, c'est en autonomie. Quand la dernière machine a fini de tourner, le compresseur s'arrête tout seul. Un compresseur, c'est un compresseur, ça passe son temps, on va dire, à consommer de l'énergie quand il n'y a pas de consommation derrière pour rien. De la même manière, l'éclairage, voilà, l'éclairage est éteint la nuit et il est rallumé à distance. C'est des choses, on va dire, c'est des choses simples. Et alors, une manière de faire, et là-dessus, il y a des gens en ces teams qui font ça très bien. La première chose à faire, c'est de mesurer. Mettre en place des compteurs, des mesures au bon endroit pour identifier les sources de consommation et travailler dessus. C'est relativement, ça a l'air basique quand on le dit comme ça, mais sur des équipements, si on parle des compresseurs ou de systèmes de centrales d'air, d'aspiration, autres, ce sont des équipements qui n'étaient pas prévus pour ça. Donc il faut rajouter des petits systèmes aujourd'hui qui existent et qui permettent ça. Donc mesurer et puis après travailler dessus. Merci. Alors, une question suivante est comment le patron a-t-il suscité l'adhésion des collaborateurs et entre peur de la perte de son travail et bénéfice en retour de l'investissement de chacun, quels sont les leviers de motivation utilisés par la direction pour engager son personnel dans cette transformation? Quels sont les leviers? Alors, je pense que ce qui fait aussi que dans une PME aujourd'hui, on a des employés qui peuvent avoir une forte adhésion à ce type de transformation, c'est qu'ils ont accès directement aux dirigeants. Et c'est vraiment le contrat de confiance qui a été fait entre le dirigeant et ses employés. Et il leur a dit les yeux dans les yeux, je vais faire ça avec vous, personne ne sera licencié. Tout ce que tu faisais aujourd'hui pour charger ta machine déchargée, ça sera fait demain par un robot, mais on va produire, on va vendre plus, tu auras plus de boulot. Donc c'est ce contrat de confiance, c'est le levier, là c'est complètement humain. C'était pas lié à un quelconque contrat écrit ou de rémunération, de récompense. C'est vraiment de la relation, mais c'est particulièrement impressionnant dans une entreprise comme ça dont le dirigeant est présent sur le site. Merci. Alors, une question qui a été posée sur les formations que vous avez évoquées.
votre formation est destinée à quel public, pour quel objectif d'apprentissage? La formation architecte de la transformation, je Les, dirais les que c'est formations, destiné. oui, les formations que vous avez évoquées. Alors, d'abord, on a parlé des formations qu'a réalisé l'entreprise pour ses collaborateurs, mais je pense que là, c'était sur de la programmation robotique, c'était sur la programmation en ligne, c'était sur du pilotage des machines tout court. Peut-être que, puisque là, on est sur la page de la formation que j'anime sur un petit peu la démarche que je vous ai expliquée. Pour moi, ça peut être un public assez pas si large que ça. Finalement, je pense que le premier, c'est quand même le dirigeant. Si le dirigeant n'est pas le premier convaincu par cette démarche, c'est pas possible de mener une démarche comme ça dans l'entreprise. Donc le dirigeant après peut lui-même participer à cette formation, ou alors s'il est moteur dans ce type de transformation, après c'est de former son premier cercle et on va dire les personnes à qui il va confier le projet pour qu'ils soient capables de comprendre les leviers de transformation et qu'on l'aide à construire son propre plan de transformation. Donc je dirais donc le dirigeant et son premier cercle. D'accord. Une question suivante. Comment automatiser des opérations de contrôle dans l'industrie automobile pour vérifier des manques matières, des caractéristiques d'aspect brut et peinture sur les pièces plastiques? Oula, on est dans un truc très très plastique. Comment automatiser les contrôles pour faire du contrôle d'aspect, c'est ça? Comment automatiser des opérations de contrôle dans l'industrie automobile? Ah, enfin, moi, je connais pas l'ensemble mais j'ai été confronté à on a souvent sur les lignes, que ce soit d'injection ou d'autres, on a souvent de l'inspection par des personnes pour voir des défauts d'aspect. Ces défauts d'aspect, c'est des choses qui sont souvent très, très difficiles à automatiser, puisque c'est voir une rayure, voir un reflet, et l'œil est relativement performant pour identifier ce genre d'aspect. Les systèmes automatiques de caméra sont souvent compliqués à mettre dans ce cas-là, puisque ils n'ont pas cette interprétation qui est capable l'humain. Mais j'observe, en tout cas, il y a des travaux de partout. Il y en a au CETIM à Mulhouse, mais il n'y en a pas qu'au CETIM. Aujourd'hui, justement, on avait des systèmes d'apprentissage. À partir du moment où vous avez des systèmes évolués de caméras, des systèmes auxquels on apprend que une rayure, ce qui est une rayure sur une pièce, et qui sont capables sur une autre pièce un peu différente, dans des tailles de l'eau différentes. C'est là où en sont aujourd'hui, on va dire, les développements techno, d'être capable de reproposer le défaut. Et on va dire, l'intérêt ou il faut atteindre, c'est de trouver un système qui soit capable au moins de détecter les défauts, quitte à ce qu'il en détecte plus, mais qu'il n'en laisse pas passer. À partir du moment où il en détecte plus, après, vous pouvez, avec l'intelligence, commencer à lui apprendre à en laisser passer certains, mais il faut réussir à atteindre ce seuil-là. Il y a pas mal de développement aujourd'hui sur le contrôle d'aspect de pièces d'injection, de pièces de forme et autres. Après, il y a de l'automatisation de contrôle. J'ai d'autres exemples au CETIM sur du contrôle non destructif avec des technologies type thermographie infrarouge, où au lieu de faire des reçuages ou des choses comme ça, ou qui sont souvent manuels, c'est des sauts techno qui ont permis de passer à des nouvelles techno sans opération manuelle et donc du contrôle en ligne. Le contrôle, c'est clé, hein. C'est clé, effectivement, c'est clé dans les usines. La proportion de main-d'œuvre sur le contrôle n'est pas négligeable et souvent relativement importante. Alors, ce n'est pas une question, mais une remarque d'un participant. Nous avons plusieurs solutions à proposer à la SAT, SA2T. Nous représentons plusieurs labos des Hauts-de-France. Donc, je suppose par rapport à ce qui a été dit juste avant. Voilà. La SAT, alors moi, je sais pas. Ok, une remarque alors. On va la prendre comme ça. Alors, une autre question. Donc, vous pouvez continuer à les poser dans le chat. Une autre question. Quel a été le principal levier pour lancer la transformation de cette entreprise? Le principal levier Pour lancer la transformation pour lancer. de l'entreprise. Principal levier,
c'était, je pense quand même, on le voit, le modèle économique, hein, la capacité du dirigeant de se dire que le modèle, l'évolution allait vers ce besoin de produits, on va dire, uniques, personnalisés, qu'il y avait un modèle, il avait analysé les limites de la mondialisation, hein, le fait d'acheter des conteneurs complets de caisses à outils toutes rouges avec 4. Ben ça, c'était contre l'évolution de mégatrends actuelle qui est que chaque personne veut configurer le produit un petit peu à son usage. À partir du moment où il n'est pas beaucoup plus cher, il ira vers ce type de choix. Donc ça a été vraiment, je pense, la transformation de son modèle qui a initié l'ensemble. Et puis après je crois qu'il n'y a rien à négliger, hein. Il y a eu la capacité du dirigeant d'embarquer ses équipes, ça s'est fait aussi des années de préparation sur la numérisation de l'usine. C'était pas nouveau cette capacité de chaîner de la CAO à l'atelier, au pliage, au débit et au pliage. C'était dans l'ADN un peu de l'entreprise. Je ne sais pas si vous étiez tous présents au début, mais le dirigeant est rentré dans les années 80-90. C'était le fils du fondateur avec un diplôme d'électrotech. Donc voilà, une expérience dans le domaine et une conviction qui, au moment de basculer vers une usine à l'eau unitaire, tout s'est accéléré. Mais alors, il avait en tête le côté digital, hein, il savait comment faire. Le plus dur, c'était après d'embarquer les hommes et l'investissement. Il en était convaincu avec un modèle économique et, et la capacité de faire des volumes. Il savait qu'il allait pouvoir amortir, mais il était prêt à faire la course. Le plus difficile, après, ça a été d'embarquer tout le monde. Donc, c'était un peu un challenge, mais là-dessus, je pense qu'on était au bon endroit. Alors encore une question, les fonctions support évoluent-elles dans l'industrie du futur? Sont-elles également enrayées entre guillemets? Ah oui, elles évoluent. Là, on le voit, elles évoluent complètement. Il y a souvent il y a souvent dans les entreprises finalement un dysfonctionnement. C'est souvent la production dépend souvent des services supports que l'on attend pour les plans, pour les gammes de contrôle, pour les informations. Et on oublie que il faut atteindre le contraire, c'est-à-dire que les services supports sont là pour aider la production à produire, car c'est elle qui est responsable de la qualité et de la production, des engagements de production. Il faut réussir vraiment je vais presque dire, casser un peu ce modèle qui n'est pas le bon. Dans le cas qu'on a vu, les fonctions support, une partie des choses qui étaient réalisées par les fonctions support sont réalisées aujourd'hui soit par le numérique, soit par les opérateurs. Donc, ouais, ce mot fonction support est peut-être à réinventer, ou alors à rendre concret. Mais il évolue dans des PME comme ça, les fonctions support sont complètement intégrées proche de l'usine. Le fait d'être en temps réel connecté, on va dire, casse un peu le silotage qui fait souffrir parfois certaines usines et qui les fige dans un fonctionnement qui ne leur permet plus de bouger. Donc ouais, il faut revoir ça. Ça peut être compliqué à vivre à certains endroits, mais aussi une belle aventure quand c'est en place. Merci. Alors une deuxième question de la même personne. Qu'en est-il de la valeur d'une certification ISO dans une usine du futur? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je crois que l'exemple que je vous montre, ils n'ont pas de certification ISO. Aujourd'hui, les certifications ISO sont d'abord souvent demandées par une exigence de votre marché, de vos clients. Maintenant, les bases dans une certification ISO, les bases obligatoires, c'est d'écrire, d'avoir su décrire la façon dont on réalise les choses,
Ça reste, ces principes malgré tout existent, restent dans le jumeau numérique, toutes ces démarches. Enfin, pour moi, le système qualité, j'en retiens que que les points positifs, hein, le fait d'avoir quand même bien décrit ces processus, on en a besoin pour mettre en place sa production. Ces systèmes d'amélioration continue sont toujours nécessaires. Et il me semble que les certifications ISO vont dans ce sens-là. Ils vous demandent d'avoir en permanence un système qui s'améliore, un système qui soit robuste. Alors, suivant les différentes certifications, c'est peut-être pas toujours aussi bien adapté, mais moi, celle que je vois ou celle que j'ai eu passer, à partir du moment où on avait cette maturité, quand on est une entreprise, comme on l'a vu tout à l'heure, en général, c'est un régal pour les auditeurs. Donc ça a du sens, oui, après, la question est quand même assez précise. Est-ce que ça a du sens dans une entreprise du futur? Il me semble que sur les bases, savoir s'améliorer, savoir expliquer donc la traçabilité, comment on a fait les produits, savoir bien gérer donc du processus global de l'entreprise, de la demande client et autres, ça me semble, sur les fondamentaux, ça me semble important, oui. Alors, on arrive à la fin des questions. Vous pouvez toujours les poser dans le chat si vous en avez. Sinon, on va bientôt clôturer. Est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante? Je crois qu'il y a une adresse mail qui est indiquée en bas, si je ne me trompe pas. Donc, pour les personnes... Ah non, ok. Bon, pour les personnes qui auraient une question particulière, vous pouvez l'envoyer à sqr@cetim.fr. Donc, c'est le service de questions-réponses du CETIM. Et donc, eux, ils se chargeront ensuite de transférer à la personne au CETIM qui serait la plus pertinente pour y répondre, si jamais vous avez une question à laquelle on n'aurait pas répondu ou qui arriverait après. Donc, je pense qu'on peut la retrouver facilement, cette adresse mail, sur le site Du CETIM, oui. Poser une question sur le site du CETIM, ça marche. Donc, il y a on va... l'adresse dans la présentation, si certains veulent m'écrire, pas de problème. Je ferai passer, si je sais répondre, je répondrai. Si je ne sais pas y répondre, c'est très orienté technique, je sais aussi la rediriger. Ok, très bien. Et donc on va clôturer. Je pense que voilà, on a répondu à toutes les questions. Le replay sera disponible dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de Technique de l'ingénieur. Vous allez le recevoir normalement par mail. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez recevoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire. Merci de prendre 5 minutes pour y répondre. Voilà. Au revoir et à bientôt. Merci. Merci à tous pour votre attention. Au revoir.